tout, merci d'avoir accepté mon interview. Cette interview sera un peu différente de mes habituelles interviews. Ce sera plus un échange, c'est vraiment mon but d'avoir une discussion au sujet du recrutement et de votre expérience. Il y a environ un an, j'ai publié une vidéo avec 11 exemples d'utilisation de gamification pour le recrutement. À ce jour, c'est la vidéo qui a le plus de succès sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'est surtout parce que c'est un sujet qui intéresse. C'est un sujet qui concerne tout le monde, autant d'un point de vue recruteur que du point de vue du postulant. Peut-être c'est parce que c'est un domaine où le système traditionnel ne fonctionne plus très bien. C'est pour cela que je vous ai invité aujourd'hui pour discuter de votre expérience dans le domaine et surtout de votre point de vue. Donc tout d'abord, j'ai l'honneur d'accueillir Boris et Thomas de Darwin. Fondée en 2011, Darwin est une agence de communication spécialisée dans l'entertainment, avec plus de 40 collaborateurs entre Paris et Berlin. Ils conçoivent et produisent des campagnes créatives pour des clients tels que Spotify, Netflix, Ubisoft, YouTube, mais aussi Arte ou France Info. L'année dernière, alors qu'ils cherchaient de nouveaux collaborateurs disponibles au plus vite, ils ont trouvé une idée originale pour cibler certains critères importants pour eux, tels que jeunes, compétitifs et pop culture lovers, en recrutant via Fortnite. Et Mathis de Origamix. Dans ma vidéo des 11 exemples d'utilisation de gamification pour le recrutement, un des exemples était justement Origamix. Origamix, c'est une start-up française de gamification RH qui conçoit, met en place et anime des expériences de jeu, escape game, jeux de gestion, enquête et murder party, course urbaine, pour répondre aux besoins business des entreprises, notamment sur les sujets RH, dont évidemment le recrutement. Pour commencer, qu'est-ce que vous pensez du système traditionnel de recrutement ? Alors, qu'est-ce qu'on pense chez Origamix du système de recrutement traditionnel? On pense qu'il a ses avantages. Je pense que nous, on n'est pas là pour casser tout et tout détruire et dire que tout le reste est nul et ce qui n'est pas de la gamification, c'est tout pourri. C'est pas vrai. C'est un modèle qui a, comme tout modèle, ses avantages et ses inconvénients. Mais maintenant, aujourd'hui, la notion de recrutement dépasse simplement le fait d'étudier un CV et de faire des entretiens. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est là aussi la marque employeur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire du marketing RH pour attirer plus de personnes dans son écosystème. Et en fait, le système de recrutement traditionnel, jusqu'à récemment, ne prenait pas en compte cette dimension stratégique et cette guerre des talents-là, et donc il omettait cet aspect attractivité et expérience candidat. Par ailleurs, le système de recrutement traditionnel a tendance aussi à pouvoir omettre certaines compétences fondamentales comme les soft skills, les compétences de personnalité, et aussi peut quand même, dans certains cas, avoir certains troubles, certains biais qui ne sont pas forcément des choses volontaires. Parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas, mais on a des biais interprétatifs, des biais de transposition qui peuvent apparaître dans les entretiens de recrutement, qui peuvent fausser les données et donc fausser la décision. Donc aujourd'hui, le système de recrutement traditionnel cherche à être renouvelé et on cherche à le révolutionner, à le disrupter pour apporter plus de valeur, plus d'efficacité et aussi que ce système soit plus contemporain par rapport aux attentes des candidats. Merci beaucoup, ouais, je suis très d'accord avec toi sur cette question de marketing de la marque employeur. Donc bon, nous on l'a déjà dit, mais on n'est pas spécialisé dans le domaine du recrutement, mais en tout cas c'est vrai que c'est hyper intéressant pour nous et pour plein d'autres entreprises, je pense, de considérer le recrutement comme aussi un vecteur de visibilité potentielle en ayant, que ce soit, je sais pas moi, de la réalité augmentée, faire des escape games, quoi, pour recruter, ça permet aussi du coup de vendre sa marque en ayant, enfin en tout cas en se différenciant jusqu'au système de recrutement. Bon, pour notre coup c'était l'opération Fortnite qui avait aussi cette vocation-là de créer de la visibilité autour de l'agence pour plusieurs raisons, surtout en fait pour avoir aussi un maximum de profils. C'est vrai qu'en ayant une méthode différente, on va être plus visible et on va pouvoir attirer en fait plus de monde, intéresser plus de monde, et ça fait toujours plus de choix de profils à recruter, donc c'est toujours plus intéressant. Tout à fait. Ouais, très bien. Et du coup, ça va être un petit peu en lien avec ce que tu viens de dire. Quels sont les avantages, mais aussi désavantages d'utiliser des systèmes de recrutement non traditionnels? Comme tu as dit, vous avez pu atteindre énormément de monde. Est-ce que vous n'avez pas atteint trop de monde, que vous avez eu trop de candidatures, que c'est un problème à l'inverse? C'est une bonne question, parce qu'en effet on a reçu pas mal de candidatures. Après, est-ce qu'on a reçu trop de candidatures? Je ne pense pas. Je pense pas qu'on puisse recevoir trop de candidatures. Ça nous a permis, nous dans notre cas en fait, de ce que disait Thomas juste avant, d'attirer beaucoup de gens qui seraient pas forcément venus vers nous, juste avec cette opération de recrutement qui était en fait
ce que disait Mathis, une formidable opération de marketing. Comment on a géré cela? En fait, on a ouvert nos mails, on a scrollé, puis on les a lus. Donc évidemment, ça a pris un petit peu de temps sur notre temps de travail, mais il vaut mieux ça que l'inverse. Et puis on a reçu des candidatures assez inhabituelles, ça nous a fait pas mal marrer. Et en bonus 2, le retour. Et oui, en bonus 2, on a aussi eu des candidatures assez marrantes. De Sandrine par exemple qui nous dit bonjour, j'aimerais inscrire mon fils de 16 ans, Gary, au stage Fortnite. Il se réveille Fortnite, il mange Fortnite, il fait des nuits blanches pour Fortnite, il est fan de votre jeu. Merci d'avance pour votre réponse, cordialement. On a aussi reçu des candidatures puisqu'on a touché en fait, on cherchait des profils très spécifiques, mais au final on a eu une cible très large, une typologie très large de personnes qui nous ont contactés. Et en fait chez Darwin, je pense que tout le monde, enfin ça dépend les domaines d'activité, mais on a cette philosophie de recruter non pas que sur les compétences, mais beaucoup sur l'humain, beaucoup sur la personne, beaucoup au feeling, beaucoup à l'envie. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas très expérimenté, mais qu'on a un super feeling, on sent qu'il est super prometteur, les portes ne lui sont absolument pas fermées. Bien au contraire, comparé à un profil qui peut être très expérimenté, mais avec lequel on n'a pas du tout envie de bosser. Donc ça nous a permis aussi de prendre contact avec des gens qui ne sont pas du tout du domaine, mais qui, pourquoi pas, un jour pourraient devenir collaborateurs. Si je peux rajouter peut-être juste une chose, c'est aussi que pour mettre en fait un peu les choses dans leur contexte, nous si on a fait ça, c'était aussi parce qu'on s'adressait à une cible particulière qui était plutôt jeune, voilà, qui était intéressée par la pop culture, le domaine déjà du divertissement. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on a fait appel à un système de recrutement qui était en tout cas non conventionnel. Si demain notre cible ça avait été, je sais pas, de trouver des seniors pour gérer un compte sur de l'alimentaire peut-être, je sais pas, on n'aurait pas forcément fait la même opération. Il y aurait eu autre chose à faire de différent, mais en tout cas ça aurait été pas la même chose. Alors, utiliser un système de recrutement non traditionnel, forcément, c'est comme toute médaille, on a un avant et un envers, obligatoirement. L'avant, ça va être effectivement attirer beaucoup de profils atypiques. Je trouve que ce que disaient Boris et Thomas était super intéressant sur le côté, cette fois-ci, on a eu des modes d'expression, des candidatures beaucoup plus originales qui ont vraiment attiré notre œil et on s'est dit, ah ok, là on tient quelque chose sur ce coup-là, et je trouve que là la valeur qu'ils mettent en avant est super intéressante, et c'est une très belle opération qu'ils ont menée sur ce sujet. Donc c'est vraiment la capacité à ouvrir le champ des possibles en termes de candidature, et à pouvoir attirer quantitativement et qualitativement beaucoup plus de monde. Et je pense qu'encore une fois, nos amis de Darwin sont les mieux placés pour parler de cela. Ensuite, par contre, en termes de désavantages, les désavantages, ce serait peut-être sur la disposition des profils qui reçoivent cette opération, peut-être par rapport à un système comme le jeu, si on prend la gamification comme un système de recrutement non traditionnel. Tout le monde n'est pas forcément fan de jeu, même si le jeu reste un universel humain extrêmement bien établi dans nos cultures, et même dans toutes les cultures en l'occurrence. Certaines personnes n'aiment pas le jeu, et donc là on peut générer peut-être potentiellement un peu d'exclusion, dans le cas en tout cas où on ne va pas aller chercher à accompagner ces publics dans leur approche du jeu et dans cette intégration à ce système-là. Donc si on ne fait pas attention à ces publics potentiellement un peu à la marge, on risque de perdre un petit peu certains profils. Mais tout comme on peut avoir de la déperdition dans d'autres systèmes de recrutement, avec des systèmes un peu traditionnels qui ne conviennent pas à tous les publics non plus. Encore une fois, c'est une question de beaucoup de soft skills, j'en suis persuadé, c'est une question de personnalité. Chaque personnalité a besoin d'un système qui lui correspondra mieux que le système B ou le système C. Il y a des profils A qui ont besoin du système A. Et donc c'est dans ce côté-là qu'il va falloir aller chercher, non pas le désavantage des systèmes non traditionnels, mais plutôt le retourner comme opportunité en fait. Si je peux me permettre, l'avantage d'ailleurs de ce qu'on voit sur le salon et des différentes méthodes de recrutement, pour une entreprise qui est super traditionnelle et qui est perçue comme étant super traditionnelle, ça peut aussi être un super moyen de se rajeunir, de montrer un côté cool qu'elle ne véhicule pas forcément naturellement. Et en ça, bravo pour tous les gens qui sont au salon et qui aujourd'hui renouvellent le recrutement.
Ça va un petit peu en lien. Est-ce que vous pensez que dans certains scénarios de recrutement, il faut garder un système traditionnel, soit il n'y a pas besoin, soit il ne faut pas changer? J'aurais tendance, pour répondre à cette question, à reprendre ce que je disais en début d'interview. L'idée, ce n'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des éléments, des composantes des systèmes de recrutement traditionnels qui sont tout à fait importantes. Le contrôle des compétences, ce qu'on appelle les hard skills, des compétences techniques, par peut-être des exercices métiers, ça peut être tout à fait pertinent. Et on n'est pas non plus là pour, je dirais, arriver avec nos pelles, nos pioches, tout casser, tout mettre par terre, et reconstituer ou réinventer la roue en tout cas. Donc je pense que personne ici, et en tout cas je parle sous le contrôle de Darwin aussi, je pense qu'on n'est pas là pour non plus tout foutre par terre et repartir des autres. Il faut garder des composantes du système traditionnel, parce qu'il y a des composantes du système traditionnel qui fonctionnent, et ça ne sert à rien de se débarrasser des composantes qui fonctionnent, sauf si on veut juste faire marche arrière. Oui, en vrai, j'ai pas énormément de trucs à rajouter. Je suis assez d'accord, ça sert à rien de vouloir. Enfin, il n'y a pas de raison de vouloir comme ça tout casser, tout reprendre, etc. Bon, voilà, un entretien, en tout cas le recrutement, ça reste un process assez évident. On reçoit des profils, faut les évaluer et décider, en tout cas, d'un ou de plusieurs profils avec lesquels on a envie de travailler. Donc oui, il y a sûrement des cas dans lesquels il vaut mieux garder un système traditionnel. Déjà dans les cas dans lesquels peut-être l'entreprise a envie en fait de garder un système traditionnel. On n'est pas obligé de vouloir forcément faire de l'innovation. Nous, dans notre cas, on était assez persuadés qu'il y avait une bonne raison de le faire et ça a été le cas. Mais après, on va pas dire à tout le monde, faites, changer, casser tous les codes, même si on aura plutôt tendance à encourager les gens, en tout cas, à sortir de leur zone de confort et à essayer de nouvelles choses, en tout cas. Voilà. Exactement. Oui, le recrutement alternatif, c'est pas automatique. Faut pas que ça devienne, faut pas que ça devienne la norme. Il faut savoir pourquoi on le fait et puis à terme se dire aussi que les choses évoluent, on est en 2019, il y a 100 ans on recrutait différemment que ce qu'on recrute aujourd'hui. Le recrutement traditionnel il y a 100 ans n'est pas le recrutement traditionnel d'aujourd'hui et toutes ces choses qui font avancer le recrutement, eh bien peut-être que le recrutement de demain comme on l'appelle aujourd'hui dans 100 ans sera le marketing traditionnel. C'est bien d'évoluer. Très belle transition. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va évoluer dans les entreprises dans le futur? Alors pas du tout. Non, oui, évidemment, c'est quelque chose qui va évoluer dans les entreprises dans le futur, mais comme tout, comme les relations humaines, comme la bouffe, comme la taille des plafonds, comme l'opacité des vitres. Je pense que tout est voué à évoluer. Évidemment, le recrutement prend cette direction, comme tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et je pense que le recrutement a de beaux jours devant lui, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Ouais, je pense aussi en fait tout ça au final, si on réfléchit bien, c'est souvent des choses qui sont drivées par la tech et en fait la plupart des méthodes, des nouvelles méthodes de recrutement, on voit beaucoup aussi de technologie. On voit de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Du jeu en tout cas, c'est pas forcément de la technologie, mais c'est un truc qui contribue à faire un peu évoluer les mentalités. Et donc oui, je pense que tout est voué à changer de toute façon dans le futur. Après, dans quelle direction ça va aller, je sais pas, mais peut-être que Mathis peut nous... Bon, après, je dirais que dans l'absolu, oui, forcément, effectivement, les choses vont évoluer, et ça a été très bien repris par Boris et Thomas. Après, je dirais, effectivement, il y a ce driving de la tech, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la tech a accéléré le rythme de l'innovation, et du coup, maintenant, l'innovation dans tous les secteurs d'activité, dans tous les métiers, ça devient quelque chose de rampant. Je prendrais ce qualificatif là pour dire que l'innovation, maintenant, c'est presque un feu de forêt, quoi. Il y en a dans tous les sens, à toutes les sauces, et la Startup Nation aide beaucoup à ce dispositif-là ou à cet élan-là. Maintenant, effectivement, je suis aussi d'accord avec Darwin sur le fait de dire, on peut pas forcément dire tout de suite sous quelle forme ça va se faire cette innovation. Et je pense que là, c'est tout l'enjeu de la prospective, c'est dire, ok, est-ce qu'on est capable d'identifier les nouveaux modèles qui vont être mis en œuvre par les entreprises dans le futur proche, et est-ce qu'on est aussi capable d'imaginer justement, voilà, dans 100 ans à quoi ça ressemblera. Et peut-être que dans 100 ans, ce sera un retour à ce que nous on appelait les méthodes traditionnelles. Donc la cyclicité de l'innovation fait qu'on va passer par une étape de destruction, puis création d'une nouvelle méthodologie, puis redestruction pour peut-être revenir au point de départ, et ainsi de suite. Donc en fait, je pense que c'est un cycle naturel de l'entreprise, l'innovation, et que
ce cycle-là, je vais faire ma tentative complètement foireuse de référence chantée dans cette interview qui va sûrement me valoir des problèmes à l'avenir, mais c'est pas grave, c'est l'histoire de la vie. Donc le cycle éternel, c'est l'innovation, et je pense qu'on n'en est jamais réellement sorti dans l'absolu avec les différentes révolutions industrielles, et je ne pense pas qu'elle va s'arrêter pour quelque raison que ce soit. C'est un cycle qui va continuer. Maintenant, encore une fois, la destination, c'est un peu le mystère, mais ce sont, je pense, les startups ou les entreprises comme nous qui essayons de proposer des impulsions et des directions à cette innovation pour trouver, à travers de la nouvelle valeur business, les nouveaux sujets, nouvelles méthodologies ou nouveaux fils d'or de business value, qu'on va pouvoir aller retirer pour les entreprises et donc créer des tendances durables d'innovation, comme avec la gamification par exemple. Et est-ce que vous pensez que c'est plus facile pour des petites ou des grandes entreprises d'innover leur système de recrutement? C'est une très bonne question. Je pense que dans l'absolu, il est plus facile pour les petites entreprises d'innover son système de recrutement, mais en fait d'innover tout court. Je pense, et là je m'adresse à tous ceux qui sont dans des petites structures ou dans des petites entreprises, de réaliser la chance que vous avez, vous, jeunes entrepreneurs, jeunes start-upers, d'être en fait dans un système où vous êtes un maillon de la chaîne, sauf que quand il y a moins de maillons, et ben le maillon devient beaucoup plus important. Et donc peut faire bouger les lignes plus rapidement, peut faire remonter des informations plus rapidement, et donc peut permettre d'innover plus rapidement. J'imagine pour un RH qui travaille dans un grand groupe, qu'il a des directives qui sont données elles-mêmes par quelqu'un qui a des directives, qui sont données elles-mêmes par quelqu'un qui a des directives, et ainsi de suite. Et pour moi, je pense, et je pense que c'est aussi la réalité, que c'est plus facile pour des petites entreprises d'innover dans ce sens-là. Après, rien n'empêche à quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise, c'est pas parce qu'on dit ça que quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise doit être découragé et doit demain poser sa lettre de démission. C'est absolument pas ce que je vous conseille de faire, mais de vouloir faire bouger les choses à son échelle. Et puis de toute façon, on n'a rien sans rien, donc qui ne teste pas de faire innover, il n'innovera pas. Je suis d'accord, peut-être juste que la notion, je pense, qui est importante là-dedans, c'est le facteur de risque. Parce qu'on se dit souvent, l'innovation, ça apporte des risques parce que ça implique de modifier un fonctionnement qui peut-être déjà marchait pas mal. Et du coup, c'est plus facile en tout cas, c'est plus difficile pour une très grosse entreprise, peut-être parce que les décideurs estiment qu'ils ont peut-être plus à perdre, d'être vecteur de changement et donc d'innovation. Donc je rejoins un peu plus facile pour les petites entreprises d'innover. Pour apporter un angle peut-être un peu différent à celui qui a été proposé par Darwin, je dirais que l'innovation entre une petite et une grande entreprise, c'est pas le même problème. Je vais prendre sous cet angle-là, c'est qu'effectivement, dans une petite entreprise, il y a beaucoup plus d'agilité, donc on peut beaucoup plus facilement enclencher des démarches d'innovation, ça c'est très vrai. Dans les grandes entreprises, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'innovation est, je dirais, semi-cadenassée par les directives qui viennent de là-haut. Par contre, il y a aussi une différence dans l'autre sens, c'est que dans une grande entreprise, il est peut-être plus facile de mettre en place des petites opérations avec un périmétrage bien contrôlé et qui est plus limitatif en termes de danger. Par contre, dans une plus petite boîte, il y a sûrement moins de budget pour innover et une prise de risque sera beaucoup plus critique si elle échoue. Et donc là, le danger est beaucoup plus facilement identifiable à très court terme. Donc en fait, est-ce qu'il est plus facile pour l'une ou pour l'autre d'innover? Peut-être un peu plus facile pour la petite entreprise, mais je pense quand même d'une courte tête parce que c'est quand même beaucoup plus risqué. Et il y a un système de vase communicant entre le risque, budget, etc. et toutes les composantes dans ce système d'innovation. Donc je pense que c'est assez short comme différentiel entre les deux. Et c'est surtout pas le même angle d'attaque et pas le même enjeu qu'on place sous l'innovation. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui vous écoutent maintenant et qui aimeraient se lancer dans quelque chose de moins traditionnel? Alors, je dirais le même conseil que je donne à toutes les personnes qui veulent innover. C'est essayer. Si vous essayez pas, de toute façon, vous ne saurez pas. Donc, partant de là, c'est très vite vu. Il faut effectivement oser, je dirais, sortir du bois et proposer un nouveau projet. Il faut juste arriver à bien le périmétrer encore une fois et à mettre un budget bien défini dessus qui soit pour vous qui allez décider de lancer ce projet-là, quelque chose de contrôlable, de gérable et même de
pilotable, même en cas de souci. Parce que si vous voulez vous lancer dans quelque chose de moins traditionnel, il n'y a qu'une seule entrée, c'est de le faire. Donc soit vous avez vraiment cette volonté-là, et là il faut y aller, et vous vous entourez des bons acteurs qui vont vous aider à le faire, comme peuvent l'être Darwin ou comme peut l'être Origamix. Et à ce moment-là, tenter cette opération et le suivre et surtout travailler en bonne intelligence avec vos interlocuteurs. Vos interlocuteurs, c'est pas parce que c'est une plus petite structure que vous qui sont plus stupides, ils ont leur propre angle d'attaque sur le sujet et ils ont leur propre expertise. Darwin a son expertise, Origamix a son expertise et on connaît notre métier, on sait ce qu'on fait et ça fait plusieurs années qu'on développe notre savoir-faire. Donc il faut savoir écouter nos recommandations et nous on sait écouter vos demandes et vos exigences et s'adapter à vos besoins. Donc c'est apprendre à avoir un discours intelligent entre un prestataire et un client. C'est assez simple hein. Finalement, et là je serais presque un peu normalisateur, je prends l'exemple d'une startup ou d'une boîte qui fait de l'innovation. Une startup est un prestataire comme un autre. Ouais, je suis d'accord. Faites-le en fait. C'est déjà bien en fait de se dire en tout cas d'avoir envie de changer les choses. Après peut-être je rajouterais juste de réfléchir en fait. En tout cas de peut-être pas forcément juste se dire je vais le faire pour le faire en fait, c'est d'avoir un peu une vision derrière ça, un objectif en tout cas d'amélioration, de modification, que ce soit je sais pas moi dans la fonctionnalité du recrutement qui à un moment permet pas de traiter assez de profils, que ce soit dans une problématique de se servir d'une méthode de recrutement alternative pour avoir de la visibilité sur son entreprise, attirer d'autres profils. Il y a des types de réponses qui sont différentes selon les types de modifications qu'on souhaiterait apporter à un système de recrutement traditionnel. Donc oui voilà, faites-le, pas pour le faire, mais en tout cas en vous demandant vraiment qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce que vous aimeriez changer. Et puis ouais, lancez-vous, osez. Bah, je pense que pour le recrutement, du coup, tout a été dit. Le faites pas n'importe comment, faites-le bien, sachez pourquoi vous le faites. Et voilà, et puis après pour n'importe quelle personne qui veut se lancer dans une autre aventure, il n'y a qu'un secret, c'est de le faire en fait. On n'a rien sans rien, on se bouge, on y va, on trouvera toujours les moyens, on trouvera toujours les personnes qui seront happées par votre enthousiasme et si vous y croyez dur comme fer, eh bien les choses se feront. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Top. Merci bien.